Voilà, pour reprendre nos travaux, donc vous avez compris que le programme de ces journées d'études nous a permis de suivre l'évolution d'un projet depuis ses tout débuts, depuis ce moment où il y a un lieu privé et où il y a la volonté de l'ouvrir au public. Et donc nous avons suivi toutes les étapes de ce long cheminement qui peut prendre des années, qui commence par un projet scientifique et culturel et qui va aller jusqu'au moment où on va choisir ce qu'on va vendre dans la boutique. Évidemment, cela dépend des choix que l'on a fait directement depuis le projet scientifique et culturel, puisque le tout est d'évoluer tout au long du projet dans une cohérence. Et puis la dernière étape, c'est le moment où on va communiquer, où on va faire savoir qu'un lieu existe, on va faire savoir que ce lieu est accessible, on va faire connaître son histoire, on va intégrer l'histoire dans ce lieu, dans l'histoire d'un territoire. Et le but, c'est d'arriver à mettre ce lieu sur la carte mentale des visiteurs pour que cette pépite, eh bien, elle devienne un lieu qui va attirer ce fameux tourisme littéraire dont nous parlons depuis le début de ces journées. Alors, pour évoquer ce plan de communication, cette communication lors de l'ouverture, lors de la réouverture, et puis tout au long de la vie des maisons d'écrivains, qui peut être une vie extrêmement tumultueuse, nous avons deux personnes qui s'occupent d'une maison d'écrivains. Nous avons Jenny Witzelman, qui est la directrice de la maison Albert Schweitzer, et nous avons Laurent Doucet, qui s'occupe de la maison André Breton à Saint-Cyr-la-Popie. Et puis, nous avons deux experts qui vont nous éclairer sur la communication, qui sont Ludovic Azuard de l'Office du tourisme et du développement du tourisme du Cher, et nous avons Martine Peset du Berry Républicain, qui vont nous apporter ce regard un petit peu à distance, qui est le regard des médiateurs qui créent le lien entre le lieu et son public qui va le visiter. Alors, pour savoir un petit peu de quoi nous allons parler, j'ai d'abord invité nos deux conservateurs de maisons d'écrivains à nous présenter brièvement, en quelques minutes, leur lieu et surtout les grands travaux qui ont eu lieu dans leur lieu et qui ont créé une nouvelle vie pour la maison d'Albert Schweitzer, une nouvelle page dans la vie de cette maison, ou qui ont entamé la vie ouverte au public de la maison André Breton. Et puis ensuite, nous allons discuter très librement de tout ce qu'il faut mettre en œuvre comme stratégie de communication pour parvenir au meilleur résultat, c'est-à-dire faire connaître le patrimoine. Alors, peut-être Jenny ? Désolé. Donc, comme j'avais déjà tout précalé, alors je vais vous commencer le temps assez court sur ce format. Alors cette maison bretonne, nous avons des documents. Avec Laurent Doucet, avec Sylvain Lacave, qui ont monté l'association La Rose Impossible et qui travaillent beaucoup. Nous avons déjà trouvé du mécénat, nous allons en trouver d'autres, et j'espère que nous pourrons réaliser un projet majeur pour Saint-Cyr, qui retrouvera, comme je voulais. Alors, donc, les maisons d'écrivains comme sujet sérieux n'empêchent pas l'humour. Les maisons d'écrivains comme sujet sérieux n'empêchent pas l'humour, donc on a superposé, enfin, disons des jeunes intervenants de chez nous, donc à la Maison Breton, ont superposé des documents d'archives, en l'occurrence un discours du maire de Saint-Cyr, alors qu'il était à peine élu, avec un certain nombre de responsables donc des territoires. Vous avez peut-être pu reconnaître Laurent Roturier, qui s'occupe du chantier de Notre-Dame, notamment, qui était à l'époque le DRAC Midi-Pyrénées. Il avait le président du département et d'autres personnalités. Et en même temps que ce discours-là, de 2014, où rien n'était fait encore dans cette maison, donc on l'a superposé avec des archives très rares qu'on a réussi à récupérer à la Cinémathèque de Toulouse, d'André Breton et des Surréalistes, dans le Lot, au début des années 60. Voilà. Oui, c'est à peu près ça, c'est un déjeuner surréaliste sur l'herbe. Voilà, ici, on a notamment la peintre Toyenne, dont certains d'entre vous ont peut-être vu la grande rétrospective donc,
à Paris récemment, qui était passé aussi à Prague et Hambourg. Donc, Breton disait que c'était sa plus grande amie parmi toutes les femmes. Voilà. Je disais tout à l'heure, ces lettres de noblesse au niveau artistique. Mais il était seul dans la vallée avec 3 accordéons. Le premier accordéon achevé de Ces lieux doivent être faits pour tous, c'est comme la poésie. C'est une belle conclusion. Voilà, donc le temps des travaux, pour nous, c'était un moment de retour un peu sur tout ce qu'on avait fait depuis presque 10 ans, en fait, nos 10 ans l'année prochaine. Hein, c'était quasiment 3 années de bagarre déjà pour essayer de faire racheter cette maison. Après, essayer de la faire vivre, trouver des moyens pour sa rénovation. Et maintenant, passer à une phase plus professionnalisante du statut purement associatif vers une structure voilà, à moitié associative, à moitié professionnelle, sous forme d'un GIP. Voilà, on est au cœur de ça. Et en même temps, voilà, on a réouvert il y a peu, donc le 20 mai dernier, donc avec l'exposition inaugurale. Donc c'était un temps voilà, de retour sur soi, d'analyse, de retrouver des bons moments durant toute cette histoire, de communiquer sur cette histoire et ses travaux aussi, donc auprès des gens du territoire, auprès bien sûr des médias, auprès des décideurs, avec alors, les outils qu'on essaye les plus variés possibles. Hein, comme on dit, la devise de notre association, c'est on ne change pas une équipe qui change. C'était un lapsus au départ. Quelqu'un voulait dire on ne change pas une équipe qui gagne, et puis on ne change pas une équipe qui change, j'ai dit c'est meilleur en fait. C'est vrai que tant qu'on est, voilà, c'est pas reposant tous les jours, ça c'est sûr, mais et notamment dans l'intergénérationnel, par exemple ce travail, alors que certains appellent time-lapse, il y en a d'autres, moi je préfère, on avait trouvé cap-lapse, parce que c'est vrai, là, en plus c'est pour rendre hommage à nos intervenants de la langue française qui sont venus jusqu'à nous. Enfin, voilà, pourquoi time-lapse, je veux dire, voilà, cap-lapse, capsule, lapse, c'est le temps, en plus on l'a aussi en français. Hein, donc voilà, donc on a travaillé sur des formats comme ça. On a travaillé aussi sur des formats plus traditionnels. Ça marche. Je ne sais pas comment ça marche. La souris. La souris. Ah, la souris alors. Voilà, comme je le disais, hein, les intergénérationnels. Voilà, donc le dossier papier, bon, qui doit être soigné. Donc on a travaillé aussi la question voilà, question de la communication, du charte graphique, etc. Notamment voilà, avec Isa Malbec qui a fait ce dossier. Donc la capsule Cap-Lapse avant, donc ça c'est Amy qui est une service civique.
Là, c'est Isa Malbec, donc, qui nous a fait toute la partie, qui était VTA. Je ne sais pas si vous connaissez ce nouveau statut là, qui est créé dans les préfectures volontaires territoriaux d'administration. C'est très très bien, c'est une sorte de super service civique, soit pour aider des gens dans des formations de cadre dans leur secteur, en l'occurrence nous, gestion, animation, communication culturelle, ou à aider à construire leur poste dans le cadre d'une structure émergente. Donc voilà, cette personne, donc Isa, et qui ont fait aussi de la médiation scolaire, donc elle a fait ce très beau dossier qui est très choisi aussi en termes de communication. Il y a des têtes que vous reconnaîtrez, dont on attend voilà, des partenariats peut-être plus approfondis, voilà, la présentation générale du projet, les lieux. Donc on a eu cette chance, maintenant on a 2 lieux, on avait la Maison Breton, vous l'avez vu peut-être sur le départ du dossier, la photo, voilà ici la Maison Breton ici, entièrement rénovée, et maintenant on a ici l'ancien musée départemental Rignot, donc ça nous permet d'avoir une très belle structure reliée par une passerelle là, que nous a fait l'architecte. Voilà, ça c'est la plus belle façade avec le lot derrière, différentes... Le projet, ça a été très aussi appuyé, hein, la question du projet scientifique et culturel, ça c'est très important de redétailler, les remerciements bien sûr. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre donc ça c'est nous, sur la page Facebook, donc vous voyez, alors les capsules notamment ont été diffusées sur le compte Instagram qui avait été créé par une stagiaire aussi, voilà, hein, donc qui permet d'avoir comme ça des publics extrêmement différents. En l'occurrence, par exemple, je me souviens, on avait été contacté par l'Office du tourisme sur des influenceurs, des influenceuses de passage, qui eux ne travaillent que sur Instagram et TikTok et qui font venir un public. Voilà, auquel on ne s'attendait pas, qui vient des fois hors saison de manière extrêmement, comment dire, imprévisible. Voilà, c'est des choses, voilà, il y a des périodes de passage, de séjour qui changent, qui évoluent. Et voilà. Alors par contre, chaque fois, l'élément critique, c'est que c'est très chronophage. Il faut des gens formés. Voilà, il faut une régularité. Donc, et tout ça a été notre travail à un moment donné, intergénérationnel d'équipe. Les travaux pour nous étaient importants parce que tout ce côté-là, on n'était pas très à l'aise. Du coup, ça nous a permis de l'affiner. On a fait des séminaires. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, alors il y a effectivement au niveau de la presse le classique aussi. Alors là, on était très fiers, pour la première fois on a eu Beaux-Arts. Voilà, donc c'était aussi une manière pour nous de refaire le tri dans les contacts médias qu'on avait, notamment les médias qu'on n'avait jamais pu toucher. Donc, cette période de travaux, là, ça a permis un petit peu de recalibrer, de retravailler, d'approfondir certains boulots qu'on n'avait pas le temps de faire dans le cœur des choses avant. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Non, ça c'est ailleurs. Ouais, les jumelages à l'international, ça sert beaucoup aussi. Là, vous avez vu là, le Québec, l'Égypte. Alors je vais y arriver. Je sais que je voulais vous montrer une autre chose. Ouais, le magazine Surrealismus aussi, on a eu une série de très beaux reportages. Voilà, surtout voilà, le contact avec la presse locale ou le correspondant de la Dépêche, avec qui on a un travail de partenariat de longue date, aussi bien sur l'événementiel, que ce soit avant pour prévenir ou après, mais ça veut dire qu'il faut que nous aussi on accepte, qu'on respecte un certain nombre de critères, voilà, pour que lui puisse avoir les bonnes informations au bon moment, pour sa rédaction. Donc ça, je sais que ça, voilà, il a fallu qu'on apprenne au début, voilà. Et aussi, en échange, aussi, on a, comme il y a une confiance, des fois une liberté critique. C'est-à-dire que quand, à un moment donné, on est arrivé à un seuil qui était devenu beaucoup trop lourd de bénévolat par rapport à ce que devenait le projet en termes de rayonnement, d'exigence, donc plusieurs messages ont été passés auprès des institutions pour dire que voilà, il fallait un peu plus de professionnalisation, ne serait-ce que pour la sécurisation des œuvres, pour le respect des personnes qui intervenaient dans ce projet. Voilà. Et ça, je crois que ça a permis de dénouer les choses. La liberté de la presse, c'est quand même pas rien dans notre pays, il faut continuer, surtout qu'en plus, et alors là, si je peux me permettre, de manière inverse, autant peut-être certaines générations dont on a à apprendre par rapport à la digitalisation d'un certain nombre d'informations, inversement, les jeunes qui viennent chez nous dans notre association oublient trop souvent l'importance de la presse locale, que ce soit en termes de démocratie, que ce soit en termes de démographie et en termes de sociabilité. Beaucoup de gens lisent toujours la presse écrite, tout ne passe pas par les réseaux, tout ne passe pas par Facebook, etc. Et les décideurs politiques économiques lisent la presse locale.
D'accord? Donc eux, s'ils veulent être dans une formation de cadre, de décideurs, ou tout au moins pouvoir toucher un maximum de gens, il faut qu'ils s'intéressent à cette place. Voilà, oui, eh bien, je te remercie, Laurent. Donc voilà, on voit tous les enjeux déjà d'une réouverture, d'une communication, tous les éléments sur lesquels on va revenir et donc on va aborder. Alors, Jenny Litzelman, est-ce que vous pouvez nous exposer aussi quels ont été les travaux qui ont eu lieu à la maison Schweitzer avant donc de devoir... C'est allumé. Voilà, donc la maison Albert Schweitzer est dans la vallée de Münster, un peu à l'ouest de Colmar en Alsace. Donc là, on voit bien la maison historique, recouverte de vignes vierges. Et là, l'entrée actuelle. Donc la maison est ouverte depuis 1967 au public. Et récemment, donc on a réouvert en 2020, septembre 2020, avec une nouvelle extension. Une restauration de la maison et une extension. Donc pour voir ce que ça donne, on va faire une petite visite virtuelle. Donc on est privé entièrement. C'est une association qui gère le musée, qui a été fondée en 1930 par Albert Schweitzer. Association dans laquelle il a déjà écrit la mission de l'association, donc qui est la diffusion de son éthique du respect de la vie. Et donc on n'a pas dévié d'un iota de cette mission, puisqu'en plus elle est très actuelle. Donc peu de gens le savent. Il est surtout connu en tant que médecin au Gabon pour avoir fondé son hôpital, mais c'était un musicien, un théologien, un philosophe. Et un des premiers, ou je dirais le premier qui a affirmé de façon aussi radicale que si on ne respectait pas toutes les formes de vie, même les toutes petites formes de vie, les insectes, les brins d'herbe, qu'il n'y avait pas d'avenir pour la civilisation. Donc alors, là on voit à ce niveau-là, c'est ce qui se visite dans la maison actuelle, donc le sous-sol et le rez-de-chaussée. La partie vitrée qu'on voyait sur la vidéo, c'est le rez-de-jardin qui est à peu près là, et la plus grosse partie qui est entièrement sous le jardin, et sous le jardin, en sous-sol, qui est là. Donc l'accueil se fait ici. Voilà. Donc on a fait aussi... Ah non, ce ne sont pas les volets, c'est des problèmes de connexion. Voilà. Voilà, donc un espace entièrement vitré. Alors le but de l'architecte, en discussion avec nous, les discussions ont commencé en 2014, c'était de faire un bâtiment qui s'intègre très bien dans son paysage, d'où la seule chose qui émerge, cette petite case vitrée entièrement, donc qui laisse passer la lumière, donc qui endommage très peu l'environnement. Et la construction devait aussi rester en dessous des fenêtres du rez-de-chaussée, pour que, même quand on est dans l'appartement d'Albert Schweitzer, on ait la même vision sur le paysage que lui. Donc pas hors de question d'avoir d'un coup un bâtiment en face des fenêtres d'Albert Schweitzer, surtout que pour lui, la contemplation de la nature, c'était fondamental, c'était même là où tout commençait pour les enfants. Donc c'est pour ça aussi qu'on a fait cet espace un peu contemplatif sur le paysage, sur l'église à laquelle il tenait aussi, donc où son père était pasteur. L'accueil, la boutique. Alors nous on a la chance, on ne s'est pas demandé si on la mettait avant, enfin au début, à la fin, au milieu, c'est les trois en même temps. Voilà. Parce que les gens visitent d'abord la maison, repassent par l'espace d'accueil boutique pour aller dans l'extension. Désolée, c'est un peu lent. Voilà. Donc là, on rentre dans le sous-sol. Alors la répartition scénographique était assez simple parce que dictée par les lieux. Donc dans la
Dans la maison, on y aborde la biographie, l'œuvre, on y voit les archives, on parle du personnage, de façon volontairement hagiographique, mais ça ne nous dérange pas. Donc le sous-sol est entièrement dédié à la construction et à l'histoire de son hôpital au Gabon. Je vais attendre un peu. Donc ça, c'est accessible sur le site, hein, donc les gens peuvent voir ça. Alors évidemment, on a fait en sorte qu'ils ne puissent pas lire chaque cartel et ils ne peuvent pas rentrer dans toutes les pièces. On a laissé des petites choses secrètes. Et après, on a aussi mis des points d'intérêt, donc qui complètent la visite. C'est-à-dire que la visite virtuelle, elle est intéressante en amont pour se faire une idée. Et après la visite, parce qu'on y découvre des vidéos, des textes, des choses en plus. Là, par exemple, c'est des rushs de films. Voilà. Donc ça, c'était l'hôpital au Gabon, vous avez compris. Je vais y arriver. Voilà. Donc là, c'est l'ancienne porte. Là, on rentre dans la maison. Ça donne un peu le mal de mer quand la connexion n'est pas bonne. Donc dans la maison, le défi, ça a été une restauration. Alors avant, le musée, donc de 67 à 2020, c'était juste 2 petites pièces, donc sa chambre à coucher et son salon de musique avec son piano. Et donc là, le but aussi, ça a été de sortir tout ce qui est accueil, boutique dans la nouvelle structure pour libérer entièrement les appartements de Schweitzer, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, on a fait sur photo une restauration voilà, de la cuisine. Donc la maison, elle a été ouverte il y a assez longtemps, donc il y avait eu beaucoup de transformations à cause du stockage. Donc là, les tomates avaient été recouvertes par du lino imitation parquet, voilà, des choses qui se faisaient dans les années 70, 80, 90. Et donc nous, on a tout enlevé pour retrouver l'aspect d'origine. Donc là, c'est un parcours qui va de l'enfance, de la naissance même, à la notoriété. Voilà, on ne pourra pas aller plus loin. C'est le suspense. Et voilà. Je vais ressortir. On va aller vite fait en bas là. Hop. Donc la nouvelle partie en sous-sol, beaucoup plus contemporaine, où là on était beaucoup plus libre en fait, sur le respect de la vie, puisque ce qu'ils voulaient c'était transmettre cette éthique aux nouvelles générations. Donc là c'est plutôt, alors c'est je dirais la maison accolée à un petit centre d'interprétation sur son éthique. Et là la difficulté c'était comment matérialiser, comment transmettre une pensée, une éthique, qui chez Schweitzer est assez complexe, assez profonde. Et donc en fait ce sont des espaces concentriques puisqu'il décrit son éthique comme un élargissement progressif du cercle de la morale, donc qui part du respect de soi au respect entre l'individu et la collectivité, puis le respect entre les peuples et enfin le cercle le plus large, le respect de toutes les formes de vie. Et ces différents cercles en fait s'emboîtent les uns dans les autres et ne peuvent pas fonctionner les uns sans les autres. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de retranscrire matériellement dans la scénographie. Donc, ça n'a pas été tout à fait facile de matérialiser cette pensée. Voilà.
merci, merci donc pour ces deux très beaux exemples qui montrent la manière dont une maison va évoluer pour son ouverture ou pour sa réouverture au public. Alors, on parle dans le programme de la communication après la réouverture, et j'ai envie de dire que la communication, il faut quand même la penser bien longtemps avant, peut-être même dès le début des travaux. C'est peut-être le moment où il faut pousser la porte de l'information touristique et commencer à nouer les liens. Et que va pouvoir faire l'information touristique en amont du projet? Pourquoi faut-il aller voir chercher les conseils? Oui, clairement, on a un besoin d'anticipation énorme. Et on l'a vu au travers, d'ailleurs je ne sais pas si je suis en capacité d'apporter des conseils à nos deux intervenants. Ils nous ont montré quand même des choses assez incroyables et parfaitement bien organisées. Une des clés, effectivement, c'est l'anticipation. D'autant que, alors je suis là pour représenter les offices de tourisme, mais j'ai aussi la chance d'être directeur d'une agence de développement touristique. Et je suis aussi, on en a parlé ce matin, trésorier d'ADN Tourisme, qui me permet d'intervenir auprès de vous aujourd'hui pour vous sensibiliser véritablement à aller vers les institutionnels du tourisme, pour vous aider, pour vous accompagner dans vos projets de communication et de valorisation de votre offre culturelle. Et donc, une des clés, un des facteurs clés de succès, effectivement, c'est d'engager le dialogue très tôt avec ces institutionnels du tourisme, qui sont de plus en plus, en tout cas c'est le cas des offices de tourisme aujourd'hui, je vais parler particulièrement de celui de Bourges que je pilote, mais c'est certainement aussi le cas dans vos territoires, même si chaque office de tourisme ou chaque agence de développement touristique est une structure qui est vraiment pilotée par l'état d'esprit de son directeur ou de sa directrice et de son équipe. Donc ce que je vais vous dire n'est pas forcément juxtaposable sur l'ensemble des structures, mais il faut surtout retenir une chose, c'est que ces outils, parce que je considère nos organisations comme des outils à votre service, qui sont au service bien sûr du client final, c'est pas un gros mot chez des professionnels du tourisme comme nous, mais les touristes, si on ne les alimente pas d'informations, et qui plus est de nouvelles informations, notamment sur une ouverture d'un site ou une réouverture d'un site, on ne fait pas bien notre job, quoi, en fait, très clairement. Donc si les offices de tourisme, les institutionnels, les ADT, les CRT ne viennent pas vers vous, allez vers eux et engagez le dialogue. Donc ça c'est quelque chose de très important parce que nous sommes des professionnels à l'écoute du visiteur et on ne travaille que pour une chose, c'est la satisfaction globale de ce visiteur, qui peut être avec des motivations qui vont être parfois différentes de votre univers, certes. Ce matin, on parlait de toboggan géant. Alors dans le Cher, on n'en a pas. Nous, on a une ADN qui est véritablement culture. D'ailleurs, j'espère que dans quelques semaines, on fêtera tous ensemble le fait que Bourges soit devenue capitale européenne de la culture en 2028. Donc pour moi, c'est clair que il n'y a pas de mur entre les professionnels du tourisme et les professionnels de la culture sur un territoire comme le nôtre, et j'espère qu'il n'en existe pas non plus sur le vôtre. Donc cette anticipation, elle est indispensable. Elle est indispensable parce qu'aujourd'hui, les structures comme les nôtres sont devenues des véritables reporters de territoire, des petits médias, il faut les considérer comme tels à part entière. Je dis petits parce que j'ai une partenaire professionnel à côté de moi, donc c'est pas péjoratif quand je dis petit, mais on a effectivement notre capacité de force de frappe vis-à-vis de nos outils. Et nos outils aujourd'hui sont divers et variés. On parle du digital, bien sûr, c'est ce qui peut paraître un peu flou parfois, mais aussi il y a encore du papier. Et ce papier, effectivement, il faut l'anticiper. La saison touristique, en tout cas sur un territoire rural comme le nôtre, où on fait 1 500 000 nuitées par an. Donc les territoires ruraux sont des territoires touristiques aussi, il n'y a pas de surtourisme, c'est ce qu'on disait ce matin. Il y a un enjeu tout à fait particulier derrière ces territoires-là où le tourisme se développe de plus en plus. Et nous, en 5 ans, on a une croissance de près de 25% en termes de fréquentation sur notre territoire, ce qui n'est pas neutre en termes de résultats qui peuvent aller jusqu'à la visite d'une maison d'écrivain. Donc par rapport à cela, effectivement, les outils papier, les brochures, les dépliants, ça doit s'anticiper.
Donc ça c'est très clair, un territoire comme le nôtre, on sort nos brochures début mars pour engager la saison touristique, commencer la diffusion pour être prêt pour Pâques. Donc ce qui veut dire qu'on termine la réflexion sur les brochures et l'envoi à l'imprimeur mi-janvier. Donc il faut impérativement que le programme, les maquettes, les visuels, l'information soit parfaitement bien passée auprès de l'Office de tourisme. Donc plus vous allez anticiper, mieux ce sera pour tout le monde. D'autant qu'il ne faut pas perdre de vue qu'un office de tourisme ou une ADT, une agence de développement touristique, pardon, aujourd'hui s'adresse à plusieurs cibles de clientèle. Vous gardez en tête et à l'esprit le client final, le touriste en l'occurrence, mais qui peut être aussi un excursionniste, qui peut aussi être un habitant. Donc ça c'est important pour vous. Vous l'avez tous à l'esprit, bien entendu. Mais c'est aussi le socio-professionnel. Et quand on a un site qui ouvre, il est important aussi de communiquer auprès des prescripteurs que peuvent être des hébergeurs, des restaurateurs. Et ça, votre office de tourisme ou votre agence de développement touristique, via ces outils, des newsletters, des lettres, des courriels envoyés en nombre, va pouvoir être une force de frappe intéressante pour vous dans ses lettres internes, également dans la mise en place des actions. Mais aussi une cible importante, je le vois au niveau de l'agence de développement touristique, mais je ne veux pas commencer à marcher sur les plates-bandes de Martine. On gère, nous, une base de données de journalistes avec un outil qui est très performant, qui nous permet de pousser de l'information, bien sûr en lien avec la destination touristique, parce que c'est notre cœur de métier, hein, c'est de parler de destination touristique, dans lesquelles vont se trouver des maisons d'écrivains, avec des projets comme vous avez pu porter, avec des nouveautés, parce que les journalistes qui demandent en priorité, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur votre territoire pour qu'on puisse en parler. C'est un biscuit pour les journalistes. Je m'arrête là. C'est un biscuit pour les journalistes. Et donc, nous, on a un outil où on pousse de l'information en fonction des cibles que vous pouvez séduire pour venir dans vos sites. Bien sûr, des cibles culturelles, clairement, qui est votre cible captive, via des supports de communication papier ou digitaux, mais aussi des cibles où on va aller beaucoup plus loin avec une frappe chirurgicale, parce qu'on connaît des centres d'intérêt en particulier. Là, ici, si vous vous rapprochez de votre agence de développement touristique ou de votre office de tourisme, s'ils utilisent un outil comme le nôtre, bien sûr que nous, on communiquerait sur les cibles qui sont en lien avec la culture, avec un grand C majuscule, mais aussi, par exemple, pour le petit magazine des docteurs de la région Occitanie ou autres qui pourraient faire un voyage en groupe et visiter avec intérêt la maison. Alors voilà, il y a plein de petites pépites qui peuvent être organisées et des synergies qui peuvent être déployées avec vos hébergements en engageant un dialogue assez tôt, je dirais, avec les institutionnels du tourisme qui sont là à votre disposition. Oui, donc l'Office du tourisme qui est le premier ambassadeur avec lequel il faut être en dialogue, et puis aussi être en dialogue avec la presse locale qui a un lien particulier avec nos maisons qui sont ancrées dans des territoires. Est-ce qu'on peut dire que les écrivains sont en quelque sorte l'ADN d'un territoire, Martine Peuzet? Pas seulement les écrivains, ça va être toute la culture, mais effectivement, ceux qui représentent un territoire, même dans l'esprit des gens qui l'habitent, c'est ceux qui ont fait la particularité, ce qui est culturel, ce qui est patrimonial. Les gens, ils sont très attachés. On se rend compte que quand on parle, nous, d'histoire locale, quand on parle d'écrivains, de personnages locaux, on a beaucoup de retours de gens qui sont intéressés. Donc c'est une réalité. Et la presse locale, vis-à-vis des maisons d'écrivains, elle a ce rôle de justement suivre être en relation entre la maison et le lecteur en fait, et le territoire, parce qu'il y a bien des touristes qui viennent de l'extérieur, mais il y a aussi, ce qu'il ne faut pas négliger non plus, les gens qui habitent le secteur et qui, soit écoliers, collégiens, parce que leur classe les y amène, mais soit juste parents qui ont envie de faire découvrir à leurs enfants ce qu'eux-mêmes ont découvert, vont y aller. Donc ils ont aussi besoin, eux, d'être alimentés, de savoir ce qui s'y passe et de savoir comment y aller. Donc c'est effectivement, le journal local a cet aspect-là, ce rôle-là. Et d'autre part, maintenant, tous les journaux locaux sont adossés à des sites internet, ils sont aussi présents sur les réseaux sociaux. Donc de toute façon, ils peuvent aussi toucher un public beaucoup plus large. Sans parler du fait que le journal auquel j'appartiens, lui,
appartient à un groupe de presse, donc qui est le groupe Centre France, et qui est présent sur une douzaine de départements. Donc un article qui peut parfois passer sur tous les journaux à la fois va quand même toucher énormément de monde dans une région, et une région proche des départements limitrophes de gens qui vont pouvoir venir. Voilà, donc c'est effectivement quelque chose de très important. Le territoire est très important pour les maisons et pour nous. Oui, et évidemment, les écrivains sont très importants dans un territoire, mais il faut sans cesse, il ne faut jamais croire que c'est acquis, il faut sans cesse remailler, réimposer la figure de l'écrivain. Et je me demandais, Laurent Doucet, quelle est la perception à Saint-Cyr-la-Popie d'André Breton et de la révolution surréaliste, et aussi quelle peut être la réaction quand à un moment un musée professionnel s'ouvre avec une activité commerciale, de librairie, café, qui doit s'intégrer dans une collectivité? Est-ce qu'il peut y avoir des difficultés à communiquer sur ce projet? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je tenais à remercier d'ailleurs la fédération dès le départ, de par des rencontres, des échanges qui permettent peut-être d'éviter certains écueils. Je me souviens, à l'époque, j'avais été à Illier-Combré. Alors, je crois qu'il y avait Mireille Naturel, avec qui j'avais été en contact, et Patrice Louis, qui est maintenant décédé, qui est un grand journaliste, spécialiste de Proust, après avoir été très proche d'Aimé Césaire. Et il m'avait dit, je me souviens, après m'avoir fait visiter la maison de la tante Léonie, il m'a dit attention à Saint-Cyr, on était au début du projet, de même que on a dû apprendre et comprendre que tous les habitants d'Illier-Combré n'avaient pas lu la recherche. Tout le monde n'aura pas lu les œuvres complètes d'André Breton dans la Pléiade, etc. Donc, à la fois les gens du coin, donc on avait quand même, voilà, on a un ancrage local. Vous avez pu voir dans le petit clip le secrétaire historique de notre association, donc sa famille dans le Lot depuis le XVIIe siècle, donc ça, voilà, il connaissait un peu tous les gens du coin, mais quand même, voilà, même quand on est passionné, comme disait Montesquieu, parfois le mieux est l'ennemi du bien, on peut comme ça écraser, donner un sentiment un peu humiliant, de parachutage, des choses comme ça. Donc il fallait effectivement faire attention à ça. Donc bien tisser le projet au niveau local dès le départ. Bon, on a eu la chance aussi, voilà, de soutien très fort de cet élu, mais qui lui aussi pouvait apparaître comme quelqu'un, voilà, un peu comme ça, qui arrivait comme un de ces éléphants là, dans un magasin de porcelaine là, comme moi à Limoges. Bon. Ouais, donc ça c'est important. Alors en fait, une fois ceci, après, il ne faut pas baisser la garde, il faut rester à la fois très ambitieux, très humble, c'est-à-dire que dans un premier temps, effectivement, les gens étaient assez fiers de cet héritage qui était revivifié. Bon, sur les surréalistes et bretons avaient laissé on va dire un héritage varié, les appelés chez les plus anciens qui étaient encore là, les appelés sur les fadas, sur les Saint-Germain. Parce que le Saint-Cyr-la-Popie, quand les surréalistes venaient dans les années début 50, début 60, c'était pas du tout le Saint-Cyr d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était encore l'exode rural, la plupart des jeunes partaient dans les villes, dans les usines, donc c'était un village à moitié abandonné, en partie ruiné, etc. Donc c'est presque jeunes, pas encore jeunes, ou encore jeunes, des nouveaux jeunes de surréalistes qui venaient. En même temps, bon, ça faisait de la vie, ils étaient contents. C'était un peu les premiers d'ailleurs, ce qu'on est en train d'essayer de revivifier avec notre centre de recherche. Les premiers qui opéraient cette bascule depuis les grandes villes et les campagnes. Aujourd'hui, ça paraît une évidence, mais à l'époque, c'était complètement à contre-courant. En même temps, ils amenaient de l'argent, il faut dire ce qui est. Mais en même temps, ils amenaient du bruit quand même, des fois des provocations. Alors, il y a des choses qu'on sait. Dans l'extrait assez rare d'archives que vous avez vu là, on a trouvé à des moments où ils sont dans une auberge, où ils s'aspergent du jus d'écrevisse, voilà, donc ça fait toute une performance. On sait qu'il y a eu des bagarres dans des balles, voilà, sur des choses dont on a eu certains détails. Voilà. Après, sur le plus récent, c'est peut-être après le succès qui peut être problématique. Voilà, je ne vais pas vous cacher les zones d'ombre, c'est-à-dire que tant qu'on n'était qu'une maison écrivain qui faisait venir pour la fierté du village, du territoire, qui faisait venir des gens de loin, voire qui intéressait les jeunes avec les médiations scolaires, ça allait. Depuis que voilà, il y a un système d'entrée payante, qu'on a une librairie, mais qui fait que librairie, qui fait le café, bon, on sent que voilà, il pourrait y avoir des jalousies, des choses qu'il faut, voilà, par délicatesse, déminer par des systèmes d'association, à des événements, d'être attentif au niveau de nos commandes, en privilégiant les circuits courts déjà,
par principe, mais en plus au niveau du relationnel, avec le tissu local. Voilà, pas donner l'impression d'avoir obtenu quelque chose comme ça, de manière offshore, comme des sortes de prédateurs, même si c'est souvent très fantasmé, parce qu'on est ancré quand même depuis quand même pas mal de temps, on a été très délicat, mais les personnalités humaines font que, voilà, à un moment donné, on peut générer des jalousies, des animosités, des effets de transfert négatifs, si malheureusement on ne peut plus encore utiliser ce terme de plus en plus rarement, mais qui sont extrêmement importants dans les relations humaines. Mais heureusement, il y a beaucoup de transferts positifs. Donc oui, alors Jenny Litzelman, une autre problématique, c'est que une réouverture, une période de travaux, voilà, ça peut générer des questionnements, ça peut générer des angoisses parmi les gens qui sont les plus proches du musée, l'équipe qui y travaille, mais aussi les voisins qui sont habitués à un cadre de vie et qui voient soudain qu'il va y avoir des changements et qui peuvent avoir des fantasmes et des angoisses autour de ces changements. Et sur le site de la Maison Schweitzer, vous insistez sur le fait qu'une extension et une restauration, ce n'est pas une modernisation. Est-ce que c'est vraiment un point sur lequel vous avez dû faire une pédagogie particulière et un travail de communication? Ça a été le travail de communication le plus énorme. Les premiers interlocuteurs, ça n'a pas été les offices de tourisme, parce que avant de communiquer sur un nouveau projet, il faut qu'on soit sûr de pouvoir réaliser le projet, donc de trouver les sous, parce qu'on est privé. Alors on a eu des subventions des collectivités, mais c'était pas suffisant. Donc il a fallu faire appel aux associations qui nous soutiennent habituellement, les associations Schweitzer en France, en Allemagne, en Suisse principalement. Et eux sont des Schweizeriens, ils ont toujours connu cette maison, pour certains depuis plus de 50 ans, ils sont très attachés, les gens du village aussi, et c'est eux on devait les convaincre, parce que si on n'avait pas les moyens financiers apportés par ces associations, on n'aurait rien pu faire. Et là on a les gardiens du temple, donc il faut vraiment argumenter, mais j'avoue ça n'a pas été trop difficile, parce qu'on avait quand même des problématiques importantes, la mise aux normes. Donc on avait un système électrique qui datait de 1928, avec toutes les archives dans la maison. La mise en accessibilité aussi, qui était devenue une obligation. Donc ça a été les points de départ pour dire qu'il faut faire quelque chose. Et puis l'accueil public, avec les 2 petites pièces qu'on avait avant, on ne pouvait même pas accueillir un bus, il fallait faire des rotations, c'était compliqué. Donc on voulait développer nos activités en même temps que faire toutes ces mises aux normes. Donc ça n'a pas été trop difficile de les convaincre. Par contre, au niveau local, vraiment du village, ils ne comprennent pas forcément toujours ces problématiques. Oui, comme tu disais, certains ont vu encore tout petit la construction de la maison, pour ceux qui ont plus de 100 ans. On a des centenaires dans la vallée. Et là, c'est vrai, il y a une anecdote... c'est une voisine qui avait appelé la pasteur du village qui m'a appelé pour dire la voisine a demandé qu'est-ce qu'ils font à la maison Schweitzer, ils sont en train de tout casser. Et en fait c'était le jour où les menuisiers étaient là pour sortir il y avait des ouvertures entre les pièces qui avaient été bouchées par des planches en bois. Et donc il fallait le sortir, et les entreprises ils sont pas là pour faire de la diplomatie, ils vont au plus rapide. Donc en fait, ils ont cassé ces planches de bois, ils ont ouvert la fenêtre et puis ils ont balancé les déchets de bois par la fenêtre. Et donc la voisine, a vu des bouts de bois voler. Voilà. Et donc ça a fait... Donc il faut faire très attention à toutes ces petites choses. Alors on a fait beaucoup pour ça. On avait une newsletter spéciale chantier. Donc tous les 3 mois, avec toutes les photos d'avancées de chantier, les légendes, pour les associations aussi, toutes les prises de décision, parce qu'un chantier ne se déroule jamais comme prévu au départ. Donc il a fallu faire des choix qui parfois demandaient un budget complémentaire. Donc tout ça, il faut bien l'expliquer, bien argumenter. On avait organisé une soirée dans le village pour les gens du village, pour leur expliquer ce qu'on était en train de faire. Alors comme je te disais aussi au téléphone, les plus réticents, les angoissés, ceux qui critiquent volontairement, c'est bien sûr pas ceux qu'on voit à ce genre de soirée où on peut expliquer les choses. Mais voilà, ça a été par rapport par exemple à l'office de tourisme, où ça a été très simple et très rapide. On avait de bons rapports avec eux avant,
Et ils étaient très contents qu'on fasse ces travaux. Donc, il n'y a pas eu tout ce travail d'argumentation pour dire, mais si, regardez, ce qu'on fait, il faut qu'on le fasse pour développer l'activité, pour la sécurité, pour des gens, des archives, etc. Ça, c'est vraiment en termes de communication, c'est clairement là où il faut faire le plus d'efforts et où il faut s'y prendre bien à l'avance parce que on demande de l'argent pendant, après. Oui, c'est à ce moment-là crucial où ça se passe avec les riverains les plus proches qu'on commence à faire l'appropriation par les gens du territoire du musée qui se trouve à côté d'eux. Alors, si vous vous souvenez, lors d'une des tables rondes, d'une de nos dernières journées d'études, nous avions Vanessa Weinling qui nous avait aussi expliqué ce qu'elle faisait, elle, après la fermeture temporaire de son musée, en attendant sa réouverture, qui est par exemple l'ouverture d'un musée de poche qui permet de maintenir la présence du musée. On voit aussi que tous les deux, vous avez développé des newsletters, aussi des moyens numériques pour faire visiter le musée. Moi, personnellement, au musée Maurice Carême, quand on a été visité, quand on a été fermé pour des travaux, pour d'autres raisons, il y a eu des actes de vandalisme, il y a eu le développement de visites virtuelles guidées pour que les gens puissent rentrer dans la maison, même si elle était fermée, se rendre compte que c'était un patrimoine qui valait la peine d'être réouvert et parfaitement restauré. Mais évidemment, le problème quand on est dans une fermeture en vue d'une réouverture dans des travaux, c'est que le calendrier est un petit peu difficile parfois à gérer. Et donc, on a l'impression qu'un plan de communication, c'est quelque chose qui est bien établi au départ, et puis ensuite que l'on va appliquer. Et en fait, quand on fait des travaux, il y a toujours des retards, des imprévus. Et justement, comment gérer ces difficultés au niveau du calendrier, comment communiquer sur ces problèmes de calendrier par rapport à l'Office du tourisme et par rapport à la presse. Alors, si je peux répondre pour côté Office de tourisme, aujourd'hui avec les outils numériques, c'est facile en fait. C'est là où la force de frappe d'une ADT qui gère forcément une communauté sur des réseaux sociaux, sur des newsletters, ou l'Office de tourisme de manière identique, c'est là aussi d'être en lien très étroit pour donner ce type d'informations. Qu'il faut d'ailleurs positiver en fait, parce que là aussi, sur des initiatives comme vous avez porté, madame, c'est ce qu'il fallait faire, c'est des bonnes pratiques et c'est un facteur clé de succès que de communiquer, de dire ce qui se passe auprès des habitants, mais aussi auprès de la communauté qui fait vivre ou de la clientèle captive dont on parlait tout à l'heure. J'imagine que c'est ce que vous avez fait avec l'ensemble de votre univers de fans, si je peux m'exprimer ainsi, de la communauté. Donc il faut le faire aussi pour créer un peu j'allais dire teasing, mais non, pour créer un petit peu d'émulation, merci beaucoup, d'attente, d'envie, exactement, c'est beaucoup plus joli en plus comme terme. Donc on est vraiment dans ces logiques-là, aujourd'hui, effectivement, de créer l'événement. Ça permet de créer l'événement encore d'une manière supplémentaire, et puis peut-être d'illustrer cet événement au travers d'une ouverture des portes exceptionnelle, d'être dans une situation de dire, ben voilà, le jour où ça ouvre, il faut être là, vous devez venir, vous devez revenir si vous connaissez la maison, si vous êtes déjà venu petit, ou voilà, parce que souvent on dit non, je l'ai fait, je ne reviens pas, c'est bon. Donc le primo-visiteur, c'est important d'aller les chercher, mais aussi c'est la revisite qui est aussi essentielle. Et donc pour cette problématique de calendrier de travaux, puisqu'on est sur ce sujet-là, les moyens numériques sont une vraie réponse, à la fois les vôtres, mais aussi ceux de votre office de tourisme ou agence de développement touristique. Oui, et donc aussi peut-être développer des visites de chantier, parce que c'est un moment crucial, ce moment de travaux, parce que le grand public pense que quand un musée est fermé, les conservateurs sont au chômage et ne se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a dans les coulisses, et peut-être que ce moment de chantier, c'est le moment de faire un travail de pédagogie sur les métiers du musée et tout ce qu'il se passe en amont, tout ce qu'il se passe derrière la scène pour que le visiteur puisse en profiter. Alors, Laurent Doucet, est-ce que vous avez mis... Oui, on peut témoigner là-dessus. Vous avez eu quelques extraits même rapides là.
dans la petite vidéo. Je voulais juste rebondir sur la question du numérique, certes, mais à un moment donné, il peut y avoir une panne en numérique et la relation reste importante avec l'Office du tourisme. Je vais vous donner un exemple. Pour des raisons de régie et de sécurisation d'œuvres, on avait été obligé de fermer un peu plus tôt notre dernière exposition. Donc l'information avait circulé assez à l'avance, sauf auprès étrangement de l'office du tourisme le plus proche, donc de Saint-Cyr. Donc ils avaient eu un souci informatique et donc on a eu des gens qui sont arrivés le dernier week-end qui était prévu pour le décrochage. Et donc en fait on s'est arrangé, parce qu'on a des relations comme ça, voilà, très proches avec cet office du tourisme. On s'est dit, bon, en plus il y avait des gens qui étaient de Tchécoslovaquie, donc ils allaient arriver dans quelque chose de vide. Donc on s'est arrangé à décaler d'un jour, donc en faisant d'autres activités plus internes, pour que ces visiteurs tchèques, plus il y avait 2 autres groupes en fait, qui aussi avaient été mal informés, on a pu les grouper là sur les demi-journées. Voilà, donc ça c'est important, cette forme de contact proche, de convivialité entre les offices du tourisme, les structures, plutôt que de se renvoyer des fois parce qu'il y a beaucoup de monde. Nous, à Saint-Cyr, des fois, il y a des centaines de milliers de gens. Pas tous vraiment à la maison bretonne pour l'instant, mais on sent que ça grimpe. Mais donc, du coup, voilà, il peut y avoir des moments de tension où chacun va essayer de se jeter la patate chaude là. Donc, c'est le moment justement. Alors, ça se prépare par exemple par des visites avant, des visites pendant les visites de chantier avec les gens des offices du tourisme. Toujours bien sûr en lien avec la presse locale, comme ça s'il y a des gens des territoires d'ailleurs qui sont intéressés ne serait-ce que par le patrimoine, par les métiers. On a eu la chance d'avoir une très belle rénovation. Le maire est quelqu'un vraiment très féru, très compétent dans ces matières-là, déjà à titre personnel. Donc voilà, les gens se sont montrés intéressés sur le choix des matériaux, sur les techniques, sur même y compris l'histoire de ce bâtiment, parce que voilà, il y avait une histoire. La tour est du XIIe siècle, il y a des parties de bâtiments du XVIIIe, XVIe. Donc qui était là bien avant André Breton, quelles que soient les propriétés magiques que l'on puisse prêter au surréalisme. Donc voilà, donc ça oui, effectivement, tout ça, et puis ça a permis de déminer aussi à un moment donné, des fantasmes ou des questions légitimes de qu'est-ce qui était fait avec l'argent public ou la Fondation du patrimoine, quels étaient les choix architecturaux qui avaient été faits. Et ça fait partie de la vie démocratique, donc ça c'était important, surtout que ça n'a pas toujours été justifié, et ça a permis aussi aux choses d'évoluer. À un moment donné, très clairement, sur une scénographie interne, c'était quelque chose qui était, pour des raisons de coût qui avait augmenté après la pandémie, de restitution des travaux au moment de la date d'ouverture qui approchait, voilà, des choix auraient pu être faits dans la rapidité, qui auraient été quand même très négatifs quant à la qualité de la scénographie. Donc ça a pu être recorrigé. Ouais, tout ça c'est un travail de délicatesse qui est effectivement extrêmement important entre les structures, les décideurs, les offices du tourisme, la presse, les citoyens, du territoire en général. Alors oui, dans ces relations, il y a les relations avec la presse et Martine Peuzet, est-ce que vous pourriez dire, est-ce qu'il y a des maladresses à ne pas faire quand on contacte les journalistes, et est-ce qu'à l'opposé, il y a quelques bons conseils pour attirer leur attention? Parce que je crois que nous envoyons tous des quantités de dossiers de presse, parfois de manière un petit peu indéterminée. Il faut être gentil avec eux déjà, c'est la première chose. Oui, effectivement, les dossiers de presse, on en reçoit beaucoup. Il faut avoir, pour faire venir un journaliste, il faut avoir quelque chose à lui vendre, en fait, j'ai envie de dire, à lui donner. Soit un chantier qui va démarrer, donc on va lui présenter le projet, soit un chantier qui est en cours, on va lui montrer un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on veut faire, et puis ça va se passer comme ça. Il faut avoir quelque chose en plus, c'est pas juste on a une belle maison, elle est chouette et tout, venez. C'est voilà, il va s'y passer ça, on a une programmation, on a quelque chose, mais ça peut être même quelque chose de très petit, parce que les articles, on peut avoir des grands articles, on peut avoir des petits articles sur un territoire comme le Cher par exemple. Il y a plusieurs façons de parler des choses, mais si des travaux ont du retard, on va venir et puis expliquer pourquoi les travaux ont pris du retard. Parce que nous aussi, on a des relations avec nos lecteurs, et nos lecteurs, on doit leur donner des informations tous les jours.
de l'actualité. Donc des travaux qui commencent, c'est une information, des travaux qui s'arrêtent, c'est une autre information. Voilà, le dossier de presse, c'est pas juste, bon, ça permet de faire connaître le lieu, mais ça peut pas être, ça n'est pas la seule chose. Il y a des rapports humains à avoir, déjà essayer de connaître un petit peu les journalistes, ça peut être important. Quand vous avez des journalistes qui viennent, si vous voyez que c'est la même personne que vous voyez une fois, deux fois, trois fois, bah, essayez d'avoir, vous allez avoir des liens qui vont se nouer avec elle, donc ça sera plus simple, peut-être vous ferez appel à elle directement pour lui expliquer un petit peu ce que vous allez faire, ce que vous avez comme projet. Après, dans les dossiers de presse, il faut être très précis, il faut essayer d'être assez basique et assez précis sur les choses concrètes du genre heure d'ouverture, heure de fermeture, adresse, numéro de téléphone. Ces choses-là parfois manquent dans des dossiers de presse. C'est assez bizarre et on est obligé de les chercher. Et c'est ennuyeux parce que nous, c'est la première chose qu'on veut donner à notre lecteur, c'est c'est ouvert de telle heure à telle heure et vous pouvez y aller de telle heure, tel jour et tel jour, parce que c'est ça qu'il nous demande, le lecteur. Si lui-même aussi est obligé d'aller chercher après avoir lu notre article parce qu'on ne lui a pas tout donné, ça ne va pas aller. Après, ça va dépendre de ce que vous avez comme information à donner. Un spectacle à annoncer, ça va être, il faut s'y prendre peut-être une quinzaine de jours avant pour dire, il va se passer ça. Peut-être une semaine avant, dire, est-ce que vous avez besoin d'une photo? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose de supplémentaire? On a besoin, en général, on a besoin de photos. On a de moins en moins de photographes dans nos rédactions. On n'est pas tous très doués en photo. On est parfois équipés d'un téléphone portable comme appareil photo. Donc, si vous avez de belles photos que vous pouvez partager, des photos libres de droit, on vous demandera. Donc, il faut des photos libres de droit. N'hésitez pas à en donner, parce que ça, le visuel, c'est important. Le visuel, c'est la différence entre un papier un peu bien placé et puis une brève dans une colonne, parce qu'il n'y a pas de photo. Ça va être aussi bête que ça parfois. Parfois, ça va être aussi bête que ça, ou une photo qui ne sera pas intéressante, qui sera une photo d'archive qu'on aura récupérée, une photo d'illustration qui ne sera pas aussi parlante que la photo de votre exposition, de votre spectacle. Vous allez avoir une exposition qui va démarrer, peut-être s'il y a un accrochage qui se fait, si l'artiste est là, si c'est un artiste vivant, prévoyez peut-être de faire une petite visite avant pour le journaliste local. Comme ça, il pourra poser des questions, il pourra voir comment ça se passe. Et puis il aura toutes les informations à donner pour le jour où... Les vernissages, c'est pas trop... on est souvent invité à des vernissages, c'est pas vraiment les moments où on travaille le mieux et où on s'éclate le plus, en général. Parce qu'il y a beaucoup de discours, parce qu'on n'a pas accès à tout ce qu'on voudrait avoir, tout ce qu'on voudrait voir, donc c'est pas forcément... Une petite visite avant le moment inaugural, ça peut être la solution. Voir après avec le journaliste, vous lui demandez aussi qu'est-ce qui vous intéresse le plus, est-ce que vous voulez venir... assister à tel moment des travaux, est-ce que là on va poser, je sais pas, on a une charpente à poser, est-ce que ça vous intéresse de venir? Il vous dit oui ou non, et puis au moins c'est réglé. Je pense qu'après tout passe par des relations et les rapports qu'on peut avoir, mais sur les territoires c'est important effectivement d'avoir de bons rapports, nous avec nos interlocuteurs et nos interlocuteurs avec nous bien évidemment, mais a priori nous, ce qui nous intéresse, c'est des informations. Donc, si vous en avez à nous donner, ça ira très bien avec nous. Il n'y a pas de souci. Oui, et j'ai l'impression aussi que souvent, les journalistes se manifestent spontanément parce qu'ils sont à l'affût des informations, ils suivent sur les pages des réseaux sociaux, et parfois, ils viennent au devant en demandant des informations. Et donc, une page Facebook, un compte Twitter bien alimenté, c'est peut-être quelque chose de tout à fait important comme relais vers le monde journalistique. Oui, bien sûr, puisque nous aussi, nous sommes comme les touristes. On s'informe aussi par Internet, on s'informe aussi par les réseaux. On est destinataire, bien évidemment, de ce que vous pouvez avoir mis en ligne, et puis sinon, on le regarde. Et c'est là qu'il y a un autre écueil. Je parlais des vernissages, j'ai oublié de parler des conférences de presse. Parfois, c'est votre moment, votre temporalité n'est pas la même que la nôtre, en fait. Pour des raisons, des tas de raisons. Là, j'ai un exemple qui me vient avec une mairie qui organise une conférence de presse un vendredi pour un spectacle qui a lieu le samedi, alors que nos pages loisirs qui annoncent les spectacles paraissent le vendredi. Donc, bien évidemment, il y a un problème, ça colle pas. C'est pas possible. Donc voilà, c'est tout bête, mais voilà, ça...
Ou alors on appelle et on dit voilà, ce sujet m'intéresse. Ah ben oui, mais on a prévu de faire une conférence de presse dans 2 semaines parce que le maire il pouvait pas avant. Ben, c'est embêtant parce que moi peut-être dans 2 semaines mon journal il pourra pas, tandis que là il a de la place. Il y a aussi tout basiquement des questions de place en fait. Voilà, les temporalités, faut pas vous arc-bouter sur le fait qu'on peut pas venir parfois à une conférence de presse parce que parfois on peut pas effectivement. Ça va être compliqué pour nous parce qu'il y a beaucoup d'actualités. On est sur la presse locale, on est dans les quotidiens qui sont des quotidiens généralistes, donc qui traitent énormément de sujets. Il y a des actualités qui ne concernent pas que la culture et qui ne concernent pas que les maisons d'écrivains. Donc on doit faire avec. On a en plus maintenant on a la question du prix du papier, donc qui a fait diminuer nos paginations de façon assez drastique. Ce qui fait que nous, en tant que journalistes, on a un sujet, on nous propose une place, on saute dessus. On ne cherche pas à savoir si, on la prend quand elle nous arrive la place. Et typiquement, je vais venir samedi, demain matin, à la visite à Gargilès. Un article est prévu dimanche. Il y aura un article dimanche de toute façon, mais il sera peut-être plus important ou moins important si Vierzon perd ou gagne son match de foot. Voilà. C'est la réalité aussi à laquelle on est confronté. Donc on fait au mieux tous les jours avec toute l'actualité qui a lieu tous les jours. Ce qu'il faut dire, c'est que parfois, l'article il sera plus petit parce qu'il y avait une grosse actualité. Il fallait absolument qu'on le passe parce que ça ouvrait, parce qu'il y avait un impératif, mais on n'a pas eu autant de place qu'on aurait voulu parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ce jour-là. D'autres jours, on aura plein de places et ça sera chouette parce que il n'y avait pas beaucoup d'actu, donc on nous a donné un peu plus de place. Il faut savoir que la culture est souvent aussi une variable d'ajustement. Donc voilà. On est obligé de mettre des somnifères dans les boissons des joueurs de Vierzon. Oui, donc la question des temporalités. Et alors, dans la communication, il y a 2 temporalités. Il y a d'abord le temps long de l'ouverture constante de nos musées, de la collection permanente, de la conservation. C'est parfois un temps sur lequel il est assez difficile de communiquer. Au contraire, on a un temps plus bref, des événements que nous organisons, qui donnent des coups de projecteur, qui peuvent plus attirer l'attention, mais peut-être que le secret, c'est de réussir à avoir une communication qui réussit à mélanger harmonieusement ces 2 temporalités, et cela va se passer notamment via les sujets magazines qui vont par exemple pouvoir mettre plus en évidence la continuité de la vie d'un musée au-delà de l'événement ponctuel d'une exposition. Oui, bien évidemment, et les sujets magazines notamment, ce sont les sujets d'été, bien évidemment, quand vous êtes ouvert, quand c'est la saison, et que nous, on est des quotidiens, donc on a une actualité un peu plus limitée en été, donc on va se lancer dans des séries, on va se lancer dans des portraits, on va se lancer dans des sujets qui vont être historiques ou touristiques. Donc on va tous les étés, nous enfin c'est ce qu'on fait nous, mais quand je parle de nous c'est du groupe Centre France, donc déjà je parle à peu près de ce que font une douzaine de quotidiens et d'hebdomadaires, et tous les journaux ont cette tradition du sujet d'été, donc ça peut être éventuellement, comme ça a été une année autour de George Sand, il y a eu une série sur 7 épisodes, sur plusieurs lieux, qui concernait George Sand, de la Mare au Diable à la Vallée Noire, évidemment, avec un écrivain comme George Sand qui a été en plus très ancré, dont la vie a été assez ancrée sur le territoire. On a des choses à raconter sur beaucoup de sujets. Ça peut être une tournée un petit peu des maisons d'écrivains ou des maisons d'artistes. On a fait ça l'été dernier. Donc c'était en 2022 plutôt. Il y avait la maison de George Sand, on avait mis aussi la maison de Elsa Triolet et Louis Aragon. Il y avait également, et c'était des doubles pages sur ces lieux, donc qui là étaient sans aucune temporalité. C'était vraiment, c'est des lieux qui existent et où vous pouvez aller. On était allé également à La Borne, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un village potier où il y avait l'atelier de Jacqueline et Jean Lerat qui étaient des céramistes très, très célèbres. Donc voilà, ces sujets-là, ces sujets magazines, par contre, peuvent être un petit dossier de presse de temps en temps à l'entrée de l'été, comme ça, on vient de rouvrir, on a des nouveautés, on a des belles choses, et ça peut donner une idée de tiens, oui c'est vrai, ils viennent d'ouvrir, ils ont des tas de sujets, pourquoi
pourquoi on ne ferait pas un sujet dessus, pourquoi on n'en parlerait pas. Et sans parler bien évidemment du magazine été Que faire cet été qu'on fait nous avec la D2T tous les étés. On travaille sur un magazine où on présente à peu près tout ce qui peut se visiter dans le département, sur le territoire. Donc voilà. Oui, Jenny Litzelman, vous aussi, vous avez trouvé une solution pour communiquer sur la collection permanente en mettant en évidence les objets favoris sur les réseaux sociaux de votre équipe. Alors comment est-ce que se fait cette idée de communication ? Ah oui, c'était dans l'idée aussi de présenter ce que fait chacun dans un musée, de tout ce qu'il y a à faire dans un musée, puisque comme tu l'évoquais, c'est vrai qu'on a souvent entendu pendant la fermeture du musée « Ah mais alors qu'est-ce que vous faites ?» Oh ben les millions tombent du ciel et puis la scénographie sort de terre toute seule, donc moi je suis à la maison, tranquille. Non, et c'est vrai que là on s'est rendu compte à quel point, et c'est même des questions qui venaient des professionnels du tourisme. Certains. Et c'est vrai qu'on a pris conscience qu'il fallait de façon régulière, pas seulement quand on fait des travaux ou quand on ouvre, dire qu'est-ce qu'on fait. Et c'est vrai que là, les réseaux sociaux sont très bien pour ça. Donc moi, j'ai demandé à chaque personne de mon équipe, donc Pascal qui s'occupe de développer des objets dérivés, ben voilà, chaque mois, elle a son jour, hein, c'est programmé à l'avance. Chaque mois, elle présente un objet. Lise, qui est la régisseur d'œuvre, chaque mois, elle présente un objet, soit qui est dans le musée, soit qui est dans les collections, dans les réserves, en parlant un petit peu de ce qu'elle fait pour le conserver, qu'est-ce qu'il représente, etc. L'archiviste, pareil, tous les mois, il sort une archive un peu insolite, une lettre sur laquelle il est tombé, une photo. Parfois, il fait deviner le public, c'est-à-dire on publie une photo et on demande si quelqu'un sait qui est sur cette photo, qu'est-ce que cette scène représente. Voilà, alors pour moi je fais plutôt les événements, les partages, et ça nous permet, sans avoir trop de travail, d'avoir quand même au moins 1 à 2 publications par semaine, régulièrement sur les réseaux. Voilà, et c'est vrai que ça c'est un travail important de pédagogie, et c'est là que les gens disent on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a à faire dans un musée. Oui, bien joué sur les temporalités. Puis alors dans la communication, Laurent Doucet, vous l'avez déjà évoqué, il y a aussi avoir le bon mix de supports, avoir une communication qui est à la fois sur le numérique et puis aussi qui reste sous le format papier. Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, par exemple, je crois que j'ai dû avoir mon premier ordinateur. Pareil, c'était sur une mobilisation. À l'époque, c'était pour sauver le 42 rue Fontaine à Paris. Donc voilà. Après, j'ai dû être pour la première fois sur Facebook, pareil, pour la campagne pour le rachat de la maison à Saint-Cyr-la-Pupille. Et chaque fois, par l'ami secrétaire historique de l'association, qui est un spécialiste d'informatique, voilà, qui me fait comprendre chaque fois un certain nombre de choses sur lequel public toucher, de quelle manière. Voilà, c'était des outils moi, auxquels je n'avais pas du tout l'habitude. Vous avez vu, hein, je suis plutôt obsédé textuel, comme on dit. Mais voilà, j'ai dû m'y mettre, j'ai vu l'efficacité de la chose, mais en même temps les limites. C'est-à-dire que nous, on fait ça aussi pour le livre. Hein, c'est une maison d'écrivain, c'est une maison des livres. Donc moi, j'ai beaucoup aimé un des intervenants aussi là, de nos journaux qui disait voilà, le critère d'évaluation, c'est aussi le nombre de livres vendus dans la maison, dans la partie librairie boutique. Nous, c'est pareil. Donc voilà, l'un ne se substitue pas à l'autre. C'est d'autres manières de toucher les gens dans l'air du temps, en fonction de leur génération, en fonction de leur pratique. Ça c'est sûr. Ensuite, par contre, voilà ce qu'on a découvert. Mais moi, j'étais formé un peu quelque part par le journalisme local. Déjà, moi, à titre personnel, quand j'étais lycéen, je voulais être journaliste, donc j'ai toujours été friand quand on me demandait d'écrire un texte pour le foyer socio-éducatif ou le club sportif, ou après, quand je faisais
du militantisme étudiant pour la presse locale, parce que ça me permettait de réaliser ce rêve que j'avais pu réaliser. Et du coup, aussi, je me suis rendu compte que parce que moi je venais d'un territoire rural quand j'étais adolescent, et que Saint-Cyr en Restin, et le Lot particulièrement, il y a encore beaucoup de gens qui lisent la presse papier, outre le plaisir qu'on peut y trouver, et comme j'ai dit tout à l'heure, les décideurs. Ça reste un fait. Et donc, quelquefois, il y a des projets qui sont montés par les jeunes uniquement sur des plateformes numériques, et qui ont du mal à dépasser un certain nombre d'évolutions, parce que voilà, ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des gens, ils ont besoin d'avoir des informations papier, que le journaliste c'est aussi un métier, que ça fait partie de la démocratie, et que voilà, tout le monde ne va pas devenir influenceur, youtubeur juste en faisant 3 blagues, en ayant des milliers de likes. Donc ça c'est voilà. Donc chacun doit faire un pas, voilà, vers l'autre, quoi. Alors, Ludovic Azuard, pour bien articuler la communication numérique et papier, il y a peut-être un élément qui est crucial, c'est le QR code qui permet d'être la zone d'intersection entre les deux. Ah oui, c'est clair, c'est un outil qui a peiné au début où il est sorti en France. C'était beaucoup plus utilisé, notamment au Québec, par exemple. Et aujourd'hui, en France, ça s'est vulgarisé totalement. Ça permet aussi d'avoir énormément... Alors moi, je suis un farouche militant de toucher les bonnes personnes avec les bons supports de communication. Donc le papier a encore tous ses droits, clairement. Simplement, le papier a beaucoup évolué. À l'époque où un office de tourisme ou une agence ou un comité régional de tourisme sortait des brochures à volo, aujourd'hui on est beaucoup plus dans des brochures, comme je disais tout à l'heure, avec des forces de frappe. Certains d'entre vous ont d'ailleurs peut-être pris la brochure de l'office de tourisme que vous avez entre les mains. Nous, on a fait un choix qui était déterminant, c'était de ne pas sortir une brochure exhaustive une fois par an, mais c'est de sortir un magazine, en fait, touristique, où printemps, été, automne, hiver, par exemple, où l'édition printemps-été s'adresse à une clientèle touristique, très clairement, et l'édition automne-hiver s'adresse à toujours une clientèle touristique, mais aussi particulièrement aux habitants, avec de la production de contenu qu'on va retrouver bien sûr sur le papier, mais qu'on va réécrire après, un peu comme un reporter, mais nous n'en sommes pas, hein, encore une fois, hein, on n'a pas cette prétention-là, mais on utilise nos outils de communication en fonction des cibles de clientèle auxquelles on s'attache de séduire. Et le QR code est un élément qui est très très important, ou le flash code, vous l'appelez comme vous voulez, qui va renvoyer, qui va limiter déjà le papier, parce que ça limite, c'est aussi un souci, alors c'est un souci économique pour beaucoup, mais c'est aussi un souci d'empreinte carbone, donc d'utiliser moins de papier, donc le flash code est une solution. Même si on est tous d'accord pour dire que le numérique c'est aussi consommateur de carbone. Faut être clair avec ça aussi, donc faut pas se duper, souvent c'est l'économique qui fait parler cela. Mais on a des clientèles, quand ils poussent la porte d'un office de tourisme, d'ailleurs oui c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, j'aurais peut-être dû, j'étais très synthétique dans mes propos, mais aujourd'hui un touriste, sur 100 touristes qui sont sur le territoire, tous ne franchissent pas la porte physiquement d'un office de tourisme, c'est moins de 10%. Par contre, quand un touriste franchit la porte, il veut un conseil au-delà de son smartphone, au-delà de la brochure, il veut un conseil qui va correspondre à son attente. Donc là, le métier de l'office de tourisme, c'est avant tout l'accueil touristique. Donc c'est pour cela qu'il est important de communiquer avec les offices de tourisme pour qu'eux puissent délivrer cette information-là auprès des touristes, auprès des socioprofessionnels, auprès des journalistes, et avec les outils adaptés. Donc, là où on trouvait des brochures où il y avait 20, 30, 40 pages de présentation, aujourd'hui, il y a une capacité effectivement de mixer les deux. Et l'intérêt énorme, c'est l'actualisation, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, une ouverture, un événement qui est une opportunité, qui n'a pas été présenté sur le papier. Là aussi, on peut le pousser très clairement sur le numérique.
il y a l'événementiel, il y a une préoccupation, il y a une ouverture exceptionnelle, il y a une nocturne qui se fait, il y a un événement à côté qui se met en place rapidement pour développer des synergies, y compris avec son office de tourisme. On peut pousser de l'information, à la fois sur papier, mais aussi sur le numérique. Oui. Mais évidemment, ce qui ressort, c'est que la communication, elle devient de plus en plus technique, elle devient de plus en plus spécialisée. Est-ce que ça devient difficile de travailler sans du personnel dédié, spécialisé dans la communication? Ou est-ce qu'il faut absolument, si on n'en a pas, se faire conseiller et pouvoir s'appuyer sur les ressources de personnes qui sont spécialisées dans le domaine? Comment est-ce que vous fonctionnez dans vos deux équipes? J'en profite pour dire que j'ai, il y a quelques jours, publié une annonce pour une offre d'emploi pour un chargé de communication. Donc si quelqu'un connaît un bon chargé de communication qui parle très bien allemand, oui, c'est incontournable chez nous, c'est plus de la moitié de la clientèle qui est germanophone. Voilà, non, mais ça répond clairement à la question. On en est arrivé à un point où j'ai dit à mon mon comité directeur, je ne peux plus faire sans un chargé de communication. Parce que, je dis, j'y comprends plus rien. Enfin, voilà, le papier, Internet, les réseaux sociaux, ça va. Mais alors tout ce qui est marketing digital, c'est-à-dire tout ce qui est... parce qu'en général, maintenant on disait, bon, Internet, le site Internet, les réseaux, c'est bien, mais il faut déjà qu'on nous connaisse. Il faut que les gens aillent déjà sur le site, sur le réseau. Et c'est là que sert le papier, parce que les brochures, on les dépose dans les hôtels, les campings, les restaurants, les gens tombent dessus. Ah. Alors maintenant, il y a une nouvelle chose, le marketing digital, qui est on va chercher les gens sur Internet, comme s'ils tombaient sur une brochure. Et donc, ça, c'est un travail énorme. Et c'est là où ça devient extrêmement technique et où je ne sais pas le faire. Alors, je veux bien faire une formation, mais en tant que directrice, je sais que derrière, je n'aurai pas 80% de mon temps à consacrer à ça. Donc ça ne sert à rien que je fasse une formation si après je ne peux pas pratiquer, parce qu'en tant que directrice, on a autre chose à faire aussi que la communication. Donc on a réussi à faire passer l'idée qu'il fallait embaucher quelqu'un, et donc on va voir, c'est en cours. Mais oui, là moi j'estime que c'est devenu un métier vraiment à part entière, chronophage, très technique, il faut beaucoup de compétences. C'est plus quelque chose qu'on peut faire comme ça, un peu à côté, quand il y a un événement, quand il y a un truc à dire. Voilà. Oui, je voulais simplement rebondir sur vos propos. Vous avez entièrement raison, c'est devenu un métier. En revanche, il ne faut pas oublier, il ne faut pas seulement pousser de l'information pour pousser de l'information. Au même titre, il ne faut pas sortir une brochure pour sortir une brochure parce qu'on en a une comme le voisin ou comme le site d'à côté. Il faut penser au circuit de distribution quand on édite une brochure, ça c'est une évidence, vous le savez tous. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur le web, son site internet, il faut penser au référencement naturel, il faut penser aux achats sponsorisés, il faut penser quand on est sur des réseaux sociaux de pousser de l'information avec effectivement de l'acquisition d'audience, d'identifier, d'analyser, etc. Nous avons internalisé énormément d'actions, c'est ce que je disais tout à l'heure, et aujourd'hui les offices de tourisme ou les agences travaillent comme des agences de communication au service. Nous, on est au service de nos prestataires, de nos professionnels du tourisme. Sans eux, nous ne sommes rien, et on espère leur apporter beaucoup en leur apportant notre communauté qui va bien au-delà de la leur, et les projets de destination. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Eux peuvent vous être d'utilité pour vous former, pour vous donner des conseils. Vous ne vous substituerez jamais à un traffic manager, clairement, qui va analyser l'impact d'un post sur Instagram ou sur TikTok, etc. Néanmoins, il y a une chose que vous avez, que n'ont pas les offices de tourisme, c'est que vous avez l'expertise. Vous êtes en capacité complète de présenter votre œuvre en lien avec l'axe culturel que vous déployez. Et ça, nous ne sommes pas des journalistes. Nous sommes des promoteurs. Donc, sans vous, là aussi, sur cet échange-là de synergie, il est excessivement important à porter. Donc, oui, c'est un métier. Oui, il faut s'y intéresser parce que c'est indispensable aujourd'hui. Mais vous avez cet intérêt-là de pouvoir effectivement bénéficier, vous savez de quoi vous parlez. Aujourd'hui, sur les réseaux, il ne faut pas non plus en faire tout un monde. Et je terminerai par là, parce que je ne vais pas être trop long.
On trouve de tout sur les réseaux. Vous êtes un fan de cuisine, vous allez trouver, y compris la petite grand-mère qui est devant son smartphone, qui va s'enregistrer pour expliquer comment elle fait sa recette de galettes aux pommes de terre. Vous allez trouver aussi le geek, hein, ça c'est évident. Et quand vous êtes en lien, en comportement sur la cuisine, vous êtes abonné à ces différents influenceurs, on va dire comme cela, donc à ces différentes communautés, et c'est là où vous allez gagner des parts de marché pour pouvoir effectivement vous illustrer vers des clientèles, vers des visiteurs prochains qui ne vous connaissez peut-être pas, ou alors vous allez suggérer l'envie de revenir dans votre établissement. Donc soyez également, pardon Martine, hein, mais vous ne pouvez pas vous substituer non plus à un quotidien, mais soyez votre propre média, soyez aussi votre propre journaliste, c'est excessivement important. Juste une remarque que je voulais faire à propos des réseaux, c'est que, et des chargés de com, bien évidemment, c'est que c'est effectivement un métier, c'est effectivement quelque chose de très technique. Et ce que je peux dire, moi, du point de vue où je me place, c'est qu'il y a des lieux qui parfois sont des lieux petits, qui n'ont pas les moyens d'avoir un chargé de com, qui fonctionnent avec du bénévolat. Et la pire chose qui puisse arriver, c'est qu'on lance un très beau site internet, et puis on ne l'alimente pas, et puis il tombe, et quand on va dessus, nous, quand on va cliquer dessus, ça va dater de 5-6 ans. Et pareil pour les réseaux sociaux, lancez-vous dedans si vous êtes sûr de pouvoir les alimenter. Voilà, c'est surtout n'y allez pas si vous ne pouvez pas assurer derrière, parce que c'est effectivement très chronophage et que c'est effectivement très technique. Donc peut-être que parfois, si on est un lieu un peu plus petit, un peu plus modeste, on n'a pas énormément de moyens, se concentrer sur ce qu'on sait faire et ce qu'on réussit à faire, et puis ne garder les réseaux et Internet que pour des choses vraiment très ponctuelles et particulières. C'est le conseil que je voudrais vous donner, si je peux me permettre. Justement, je trouve que, je ne sais pas si c'était fait exprès, qui c'est qui avait trouvé ce fond de bureau là, c'était toi, c'était très bien vu, je trouve qu'il répond assez à la demande. Moi j'utilise beaucoup en cours, effectivement, le livre qu'on n'a pas besoin de brancher, de télécharger, qui est pas, on n'est pas tenté d'aller voir bien sûr des choses consuméristes ou qui sont là pour nous. Effectivement. Je vais les diffuser à 10 000 exemplaires. Ah oui, non, c'est très très bien. Et de ce point de vue-là, oui, vous parliez du temps des sites. Je crois qu'effectivement, il ne faut pas confondre le désir et la loi de l'offre et la demande. Hein, si on fait des maisons d'écrivains, c'est d'abord une question de désir. C'est quelque chose d'assez formidable d'ailleurs, parce que c'est autant de singularité sur des territoires. Il n'y a pas de concurrence, c'est quand même assez rare. Donc faisons attention à ne pas trop faire rentrer cette notion qu'à un moment donné... de fait, de l'ère du temps, les supports de communication changent. Bon, je l'entends bien, mais moi, quand je vois qu'il y a des gens très bien qui passent leur temps ensuite sur les réseaux, sur Internet, sur l'informatique, et du coup, ils ne lisent plus, enfin, je veux dire, c'est complètement à l'encontre de la démarche. Voilà. Après, je me méfie, voilà, mais vous êtes revenu dessus, effectivement, cet argument que le numérique serait plus écologique. Enfin, là, c'est pareil, ça a été démonté maintenant, c'était une trouvaille commerciale. Moi, j'étais récemment à un séminaire là, lors de journées en Haute-Corrèze avec une des spécialistes de la conservation des forêts qui disait, écoutez, qui c'est qui a une bibliothèque parmi vous, on lève la main, bon, mais les autres faites pareil, parce que les livres sont les plus grands stockeurs de carbone qui existent. À la fois aujourd'hui, la filière de création de livres est certainement une des plus vertueuses en termes d'écologie, maintenant certifiée, etc. Mais une fois que le carbone est stocké dans le livre, il ne peut plus repartir. Alors que par contre, les matériaux qui sont utilisés dans le numérique, etc., et tout, eux, ça détruit, que ce soit dans l'extraction et ensuite dans la pollution de manière définitive. Voilà, donc ça, c'est attention à pas tomber dans ce piège. Donc restons dans le désir qu'on doit aller... Le tourisme, on en parlait, du côté effectivement de la découverte, hein, du grand tour, je veux bien, mais nous, on s'est beaucoup inspiré à la Maison Breton d'une formule de Gracq qui est un refuge contre le machinal du monde. Je crois que c'est une limite éthique, il y a eu des interventions là-dessus, sur lesquelles on doit être. Voilà. Voilà une conclusion magnifique. Eh bien, voilà, je crois qu'on a fait un tour des différents aspects de la communication, hein,
l'importance de la temporalité et du calendrier dans la communication, d'avoir une communication à plusieurs échelles, depuis le local jusqu'à l'international, d'avoir une communication multimodale sur beaucoup de supports et de ne surtout pas oublier que la communication c'est d'abord du contenu et le contenu ce sont les œuvres dont nous avons la chance d'être les passeurs. Alors est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si nous avons beaucoup de temps pour les questions. Bonjour, donc Carole Marquet-Morel, Maison Arthur Rimbaud. Je voulais vous dire que j'avais beaucoup apprécié votre intervention en tant que journaliste pour nous donner les trucs et astuces pour bien passer les infos, parce que même si on a la pratique habituelle, c'est vrai qu'on n'a pas forcément pensé au calendrier et à ces trucs très pratico-pratiques de l'info qui chasse l'info. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour l'article que vous aviez fait, même sur nous. Vous aviez fait un bon article sur l'expo Maurice Sand. Donc voilà. Merci. Et simplement, on a parlé de la presse locale. En tissant des liens, évidemment, on peut vraiment pousser de l'information et avoir une info, mais aujourd'hui, on parle de tourisme. Et certes, quand on a un bon papier dans la presse locale, avec une info un petit peu qui sort de l'ordinaire, on se rend compte qu'on peut pousser l'info beaucoup plus loin et qu'elle peut monter au niveau national. Quand on a un projet, une maison, un sujet qui peut être d'envergure nationale et qu'on n'a pas d'agence de communication. On a un contenu qui est bétonné. On sait l'angle d'attaque qu'on veut prendre, on sait qu'on peut y arriver, mais on n'a pas le fichier. Et si on n'a pas le fichier adresse, eh ben, on ne touche pas les bons journalistes. Et aussi, pour toute la presse, il faut qu'on se parle aussi très concrètement. Si on a le budget pub pour prendre une insertion dans Connaissance des Arts, dans Beaux-Arts, on a plus facilement l'article. Mais on a un problème de budget là-dessus. Enfin, voilà, il faut se dire très concrètement les choses, parce que là, c'est vraiment un retour d'expérience. Est-ce que nous, très souvent, dans nos structures type maison d'écrivain, qu'elles soient publiques ou associatives, on n'a pas forcément les budgets? Est-ce que, je ne pense pas pour autant que les ADT ou même l'ART, si on a vraiment un beau sujet, puissent nous faire rentrer dans ce réseau des agences de communication. Et c'est extrêmement cher. Alors, quelle astuce, quel levier on peut avoir? Est-ce qu'il y a des AMI? Est-ce qu'il y a des appels à projets? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider pour dégager des budgets communication? Parce qu'on sait que dans les collectivités, on a toujours l'impression que si on a un service com et une chargée de com, même si elle est très efficace, c'est la guerre du fichier. Si on n'a pas la bonne personne à qui envoyer l'info, on passe à côté du truc. Alors, je vais me permettre de répondre à la première partie de votre question sur comment les ADT ou les offices de tourisme peuvent vous accompagner. Je vous ai dit tout à l'heure, chaque office de tourisme ou ADT est différente. Elle est pilotée par une équipe qui va donner un état d'esprit différent, qui est souvent en fonction de la stratégie territoriale qu'il se doit de développer. Alors vous n'êtes pas dans le Cher, du coup vous allez le regretter sur ce que je vais vous dire, je suis désolé, mais je vois votre voisine Caroline sur le palais Jacques-Cœur. Si elle a une information très importante et qu'elle estime que cette information doit être partagée par tous et sur un levier beaucoup plus large que l'ultra-local, tous les offices de tourisme de France, d'une manière générale, avec les ADT et les CRT, travaillent sur une logique de partage de l'information avec des outils. Ici, nous, on utilise un outil qui est utilisé dans une quarantaine de départements français, avec un outil qui s'appelle Tourinsoft. C'est la gestion d'une base de données qui va être d'utilité de faire remonter l'information sur un échelon local, départemental, régional, voire national, jusqu'à des sites partagés. On est dans un projet data tourisme qui est porté par l'État et en partenariat avec ADN Tourisme. Donc, ça, c'est le rôle des institutionnels. Aucun souci, tout le monde le fait, tout le monde doit le faire. Allez pousser la porte de votre structure s'ils ne le font pas. Voilà. Mais les outils sont là. Les outils sont là, et donc il faut partager encore une fois l'information et engager le dialogue. Maintenant, nous, à l'agence Tourisme et Territoire du Cher, on utilise un outil qui est un logiciel dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une base de données où on a 70 000 noms de journalistes et de supports. On sait à qui s'adresser. Alors c'est vrai que ça nous coûte un petit peu d'argent.
Mais nous, ça nous coûte un petit peu d'argent, mais c'est un vrai service que l'on octroie aux partenaires. Alors, il est hors de question qu'on se substitue à votre communication pour laquelle vous pourriez avoir une agence de com ou un cabinet presse. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va parler d'un événement qui a lieu sur le territoire en enclenchant toute une dynamique de territoire avec votre initiative. On ne va pas se substituer à votre initiative, ce n'est pas l'agence ou la destination Berry-Province, hein, chez nous c'est Berry-Province, qui va se substituer à votre action, mais on va la pousser. Ça va permettre, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, d'aller vers une clientèle captive, naturelle, parce qu'on aura une liste où on va cocher tel type de support, tel type de quotidien, etc. Il ne s'agit pas pour nous non plus d'abreuver tout le fichier, les 70 000 d'un seul coup, parce qu'après on serait considéré comme mauvais et blacklisté, pour le dire très clairement par le journaliste, parce que là, bon, celui-ci m'envoie de l'information tous les 2 jours, je le mets dans la poubelle, je ne regarde même plus ce qu'il pousse. Donc là aussi, il faut être intelligent, mais ça passe par un dialogue avec votre structure institutionnelle qui peut vous aider dans ce cadre-là. Après, sur le volet conseil en communication, conseil en action, réseau, etc., là aussi, je le dis, nous, institutionnels, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir des professionnels du tourisme, des sociopros qui vont être le plus affûtés possible sur leur communication. Plus on aura de bons posts sur les réseaux, plus on aura de bonnes brochures, plus on aura des éductours avec des journalistes. Là aussi, votre office de tourisme ou votre agence ou votre comité régional peut vous être d'utilité pour des accueils presse, pour des accueils d'influenceurs dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est des budgets que vous n'aurez pas apportés, qui seront au profit de la destination, et on est là pour ça. On est là pour vous aider dans ce domaine-là. Il suffit que vous colliez avec la stratégie du territoire, ce que je ne doute absolument pas. Ils sont très sur le vert, la forêt et tout, donc la culture. Alors c'est très bien, c'est un bon axe, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans la diversification. Aujourd'hui, un touriste qui fait du cyclotourisme va visiter une maison d'écrivain, va visiter un château, va visiter un site, va dans le restaurant, etc. Le tourisme, ça ne se limite pas à juste un cran d'une offre, hein, il faut le diversifier. Donc voilà, et après sur votre deuxième partie de question, sur l'AMO, l'agence de communication, etc., là on est dans le domaine concurrentiel, nous on n'est plus en capacité d'intervenir au niveau des institutionnels. Ici. Oui, bonjour et merci pour tout ce que vous dites, c'est formidable. Et je voulais, sans du tout diminuer le rôle de tous les intervenants professionnels en communication, mais est-ce que pour les grands noms, comme ceux qui sont là aujourd'hui, Schweitzer, Breton, Rimbaud, etc., Rabelais, et qui sont vraiment internationalement connus, est-ce que si vous avez individuellement, chaque maison, un lien avec un journaliste de l'AFP, de Reuters, vous avez toute la com que vous voulez. Il suffit d'avoir, vous, le lien avec votre journaliste de l'agence de presse allemande, française, internationale, hein, en fait. Ça ne coûte rien du tout. Et vous avez un retour extraordinaire. Je vous parle d'expérience. Voilà. Merci, je rejoins ce que vient de dire Anne Borel. Quand je suis arrivé dans la maison dont je m'occupais, j'avais un fichier important en presse nationale de ce que je faisais auparavant, et je l'ai amené avec moi, et j'ai tenté de l'envoyer, résultat 0. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'un message uniforme envoyé à un grand nombre de journalistes ne fonctionne pas, ou mal. Par ailleurs, ma collectivité m'avait dit qu'il n'est pas question de mettre 1 centime dans un budget d'achat d'espace pour essayer d'avoir des contreparties. Donc je pense que la solution qu'on a essayé de trouver, c'est d'identifier le type de journaliste qui était sensible à l'écrivain dont on parlait. C'est-à-dire, je reviens tout à fait sur ce que disait Anne-Marie tout de suite, c'est-à-dire, en l'occurrence, c'était Mauriac. Bon, Mauriac a écrit dans le Figaro, quelles sont encore les 2 ou 3 personnes qu'on peut toucher. Bon, il est passé à l'Express, est-ce qu'on peut trouver journaliste qui a l'Express fait? Bon, ou bien à l'Obs, il y a eu un tel ou un tel. Enfin bon, et on a réussi, en passant par des personnes qui appréciaient l'auteur, à avoir des articles qui étaient d'ailleurs généralement bien écrits et comment dire, cohérents par rapport à l'auteur, etc. Parce qu'on apportait une information à des personnes qui connaissaient très bien ou grandement l'œuvre et l'auteur. Donc je pense qu'on a essayé, plutôt que d'envoyer beaucoup de messages à beaucoup de personnes, de cibler les quelques, je parle au niveau national, hein,
les quelques journalistes qui pouvaient être des relais parce qu'ils connaissaient déjà l'auteur. Et je pense que chacun d'entre nous, on peut faire ça pour nos propres auteurs quand on y arrive. On peut aussi passer par les universitaires les plus connus qui eux-mêmes ont quelquefois des relations parmi les journalistes. Bon. Par contre, je rejoins le fait que sur le problème local, vous avez traité le problème tout à fait très bien, c'est-à-dire qu'il faut absolument entretenir de façon régulière des relations avec les journalistes locaux. Un mot sur le marketing digital. Il y a la technique qui consiste à aller chercher, en effet, mécaniquement un certain nombre de personnes. Il y a aussi, avant d'aller jusque-là, le travail de son propre fichier, à condition d'avoir des modes de classement qui permettent d'identifier les goûts des personnes qui sont déjà venues nous voir. Autrement dit, les grands festivals font ça beaucoup. Toutes les personnes qui sont venues écouter un opéra de Wagner l'an dernier, eh bien, je vais les informer en priorité de l'opéra de machin quoi que je vais proposer l'année prochaine. Autrement dit, c'est de la prospection ciblée par rapport à un public que je connais déjà et dont j'ai à peu près cerné les goûts. Évidemment, ça demande un excellent fichier et des outils de marketing digital informatique qui soient un peu poussés. Excusez-moi, la difficulté dans votre ciblage de personnes, journalistes, c'est que ça change tout ça, très vite. Alors, le système agence de presse internationale, il faut garder le fil avec la personne de l'agence qui peut cibler tout, et quand elle change, qu'elle passe le lien à son successeur. Il faut garder une relation personnelle, si vous voulez, avec votre contact à l'AFP, à Reuters, à Unité de Presse, etc. Parce que ça, quand ça change, elle vous passe le contact, mais il faut un contact personnel. Moi, je crois beaucoup au contact personnel, ça vaut tous les fichiers. Si vous en avez un, c'est génial, il faut le cultiver et je confirme. Je voudrais simplement rajouter une chose, effectivement, si vous n'arrivez pas à atteindre la Lune, vous pouvez atterrir sur une étoile aussi, hein. C'est aussi intéressant. Vous avez des supports, quelquefois vous n'y pensez pas, mais parce que vous pensez tout de suite à toucher la Lune ou à tenter d'atterrir sur la Lune. Mais on sait que ça y va, ça va de la Lune par terre. Bien sûr, mais l'alunissage n'est pas simple. Donc, en revanche, être dans une logique aussi de pousser de l'information à des journalistes. À la base, l'outil dont je parle s'appelle DataPress. C'est un outil qui est actualisé, on paye pour ça, etc. Et encore une fois, on fait ce que vous faites, monsieur, c'est-à-dire qu'on va chercher, on va segmenter. Voilà, ça c'est très important. Mais vous savez, des sites tout à l'heure ou ce matin, on parlait de la problématique dans les campings qui étaient des clientèles extraordinaires, qui pouvaient être des clientèles qui pouvaient devenir extraordinaires vu la quantité, même si vous récoltez que 10% ou 3% de ces clients qui viennent visiter les maisons d'écrivains, vous faites mouche et c'est tant mieux. Mais pensez aussi à des supports affinitaires dans le monde du tourisme, Camping Car Magazine, vous voyez, des gens qui sont en capacité d'être sur le territoire régulièrement, de venir, de revenir et de leur donner envie. Donc là aussi, si vous avez aussi des journalistes qui sont dans ce cadre-là, ça va vous porter très clairement. Bien sûr, il faut penser à l'Express, il faut penser à Nouvelle Obs, il faut penser à Télérama, il faut penser à Beaux-Arts Magazine, c'est évident. Mais ce sont des journalistes qui sont hyper sollicités. Si vous ne les avez pas parce que c'est affinitaire, parce que sa grand-mère n'est pas née à côté de chez vous et qu'il vient de temps en temps lui rendre visite, c'est compliqué de les avoir, très compliqué. Et puis, quand vous voulez faire une démarche avec des journalistes, un journaliste, c'est quelqu'un qui est pur, qui est neutre, qui ne va pas... va marcher à l'affectivité à un moment donné, mais il va falloir travailler ça de longue haleine. Hein. Voilà. C'est pas simple. Par exemple, il y a un moyen très simple. Quelqu'un, un journaliste, à qui vous n'avez rien demandé, et il vous fait un article très bien. Vous lui écrivez personnellement pour le remercier sur l'article. Et puis, éventuellement, vous le citez à l'occasion d'un article que vous faites, par exemple. Par exemple, j'ai un truc formidable. Mathieu Lindon a écrit un jour dans Libération un article intitulé « Il y est, il y reste ». Je peux vous dire que je vais le citer. Et je vais continuer à le citer. Je l'ai vu un jour, Mathieu Lindon, je lui ai dit, vous rassemblez, vous vous souvenez, il y est, il y reste. Ah, vous vous souvenez de ça? Je ne sais pas dans quel numéro de Libération c'était, mais c'est formidable. C'est le cœur qui parle. Je vais vous donner une anecdote. Vous avez raison, madame, il faut cultiver ça, et sur des territoires ruraux comme les nôtres, où les maisons d'écrivains sont souvent isolées, des grandes villes, etc., il faut cultiver le côté affectif et que le cœur parle. Nous, notre première campagne média
d'envergure de communication à la radio, à l'échelle du Berry, à l'échelle de Berry Province, c'est Pierre Arditi qui nous l'a faite. C'était il y a 15 ans. Pierre Arditi nous l'a faite, je vois certains d'entre vous qui hochent la tête, donc vous en rappelez, qui l'a faite à la radio. Ça nous a coûté 0. C'était offert. On a eu, il a eu le déclic à un moment donné de parler du Berry, via la passerelle Georges Sand et l'art contemporain qu'il apprécie particulièrement, dans une émission de Michel Drucker. On a de suite fait ce que vous avez dit, voilà, petits mots, etc. On s'est déplacé sur Paris avec 2 ou 3 bouteilles de vin qu'il apprécie, voilà. Et on a lié. Il a eu pris Marguerite Aujour, voilà, avec son poids en bouteille. C'est ça. Donc oui, il faut parler aussi avec son cœur, quelquefois, sur l'affinité, et quand il y a des opportunités, il faut les saisir. Très bon vin aussi. On a du très bon vin. Oui. Non légitime puisque muséum par rapport à vos rencontres. Je vais juste vous donner une expérience qui peut être intéressante. On parlait, j'ai pris en cours. Et vous parlez du travail de longue haleine. Pendant 2 ans, moi j'ai fait une chronique pour le muséum à France 3 Région. Donc tous les mois, j'allais raconter une histoire en lien avec l'actualité, et c'est un moyen finalement de fidéliser. Alors on était comme ça un certain nombre de chroniqueurs extérieurs qui avaient été repérés par le biais par d'autres biais. Ben, ça c'est le genre de choses qui coûte rien, absolument rien, mis à part le déplacement, mais qui a un impact important d'arriver à rentrer dans les médias. Alors ça peut être le Berry, ça peut être les journaux papier, mais les radios locales, les radios France Bleu, France Bleu, oui c'est ça, France 3, etc. N'hésitez pas parce que finalement ils ont aussi cet intérêt à amener dans des émissions qui sont des émissions un peu grand public, ou pour la ménagère de moins de 50 ans, ou pour tel type de public, d'avoir des chroniqueurs extérieurs qui ne sont pas du métier et qui viennent raconter des histoires. Et bien pendant 2 ans, en fait, le Muséum de Bourges a été mis en valeur tous les mois sur un sujet qui arrivait comme ça, et puis il fallait amuser, entre guillemets, la galerie sur le plateau. Mais finalement, c'est ce qui a été intéressant, parce que ça permettait d'amener un travail de longue haleine. C'est-à-dire qu'on faisait des épisodes. Là, la dernière fois, je vous ai parlé de telle ou telle chose, etc. Bah tiens, là, cette fois-ci, en lien avec l'actualité, je vais parler de ça. Voilà, j'ai fini, parce que ça va être Zoom, et parce que vous avez un rendez-vous important. Et puis il y a la musique. Ça c'est l'inattendu, mais ça marche à tous les coups. Vous mettez une chanson, il y a des chansons pour tous les sujets. Vous faites des connexions avec votre sujet, et par le biais d'une chanson, ou par le biais d'un truc, genre c'est bien vrai ça, entre parenthèses, l'air de nous. Une citation de tous à côté, j'allais dire, entre parenthèses, Duchesse de... Eh bien voilà. Donc, merci.